portant sur les mémoires du conflit. Et nous avons donc d'abord le colonel Grosjean, ancien chef de corps du 67e BCA, sur la mémoire des harkis. Ah, là, j'avoue, mon ignorance passe. Normalement, c'est écrit, c'est appuyé sur A, non? Voilà. C'est un miracle. Alors, comme d'habitude, 20 minutes. 22. Oh non, 20. C'est pour plaisanter. Non, il n'y aura pas de passe-droit. Donc mon exposé portera sur une harka que j'ai eu l'honneur de commander, qui était un peu atypique car, en tout cas pour ce qui concerne les Aurès sur lesquels on reviendra, ce fut sans doute la harka qui a eu la vie la plus courte. Elle est née en mars 60 et elle a disparu des radars de l'histoire entre avril et mai 62. Alors, ce que je vais vous retracer, c'est cette vie courte. Elle a été très riche, elle a été tragique, elle a été aussi faite pleine de joie, pleine de réussite, pleine de souffrance. Alors, au préalable, je vais vous brosser un peu le cadre de l'action. Donc, l'exposé aura 5 parties. Le cadre géographique de l'action, essentiellement les Aurès, les forces en présence, naissance de la harka, vie opérationnelle de la harka, mort de la harka. Alors je précise que en ce qui concerne la mort de la harka, je ne l'ai pas vécu personnellement. J'étais parti, je suis rentré le 19 mars en Europe en consolidation de blessures. Mais par contre, je recherche actuellement à faire vivre le souvenir de cette harka à travers tous ceux qui sont disparus. Et il y a quelques survivants. Donc les Aurès, c'est ce massif, un massif calcaire très important qui ressemble pas du tout à la Kabylie et qui se situe, qui a 2 massifs principaux, les Aurès et les Nemencha. Ensuite, je vais le faire. Les Nemencha. Alors, ce qu'il faut bien voir là, c'est que les Aurès Nemencha sont dans la Wilaya 1. Et en fait, la Wilaya 1, qui est adossée à la frontière tunisienne, est essentiellement destinée d'une part à faire régner l'ordre dans cette région, mais surtout à utiliser le bout du barrage pour faire remonter armes, munitions et personnel à travers les Aurès, principalement vers la Wilaya 6 et du côté de Biskra, pour ravitailler les wilayas du nord. Sur ce document, on y trouve, vous avez là le massif, qui est un massif qui fait à peu près 80 km sur 80, dans lequel on y voit, dans ce quadrilatère, l'implantation d'une demi-brigade. Et ce qu'il faut regarder ici, c'est que la frontière tunisienne est à moins de 150 km. Et on voit à travers ces flèches rouges les différents passages qui ont été intensifs à travers le massif des Aurès et par le sud par rapport à la Wilaya 6. Et ces passages se faisaient en particulier à travers les zones 2 et les zones 3, qui étaient les zones de Kenchla et les zones de Biskra. Alors ce massif est un massif qui est orienté sud-ouest-nord-est, qui est traversé par deux énormes vallées, la vallée de l'Oued-Abiod, qui est ici, la vallée de l'Oued-Abdi, et puis beaucoup plus entre Oras et Nemencha, les dépressions du Châtel arabe. Et entre ces vallées, on y trouve des massifs montagneux très importants, dont le principal est la Markradou, qui culmine aux alentours de 2000, ainsi que l'Azreg également. Et en bout de tableau, on y trouve le plus haut sommet d'Algérie, qui est le Chelia, avec son frère jumeau, qui est le Mamel. Au revers, et en direction de la Tunisie, au revers de la Markradou, on y trouve l'immense forêt des Beni Melloul, qui était sans doute, qui abritait le PC de la Wilaya 6,
et qui était le lien de passage entre les Nemenchas, c'est-à-dire la Tunisie, et qui ramenait armes et munitions à travers les Aurès. Les Aurès étaient tenus par la 2e demi-brigade, qui était composée du 10e BCP, 17e BCP, 4e BCP. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le 4e BCP, dans lequel était cette ERK. Où on y trouve, dans ce quadrilatère qui était énorme, le 4e BCP était à 5 compagnies, qui étaient étalées dans un dispositif relativement en profondeur, qui faisait face à la Wilaya 1, et qui donnait une zone de chasse de près de 3000 km². C'était énorme. Alors, le particularisme de cette implantation, c'est que, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que le gouvernement, les autorités ont imposé dès 57-56 ce qu'on appelle l'évacuation de toutes les zones, le regroupement, qui était d'ailleurs très mal fait et arbitraire, qui a provoqué un mécontentement profond, en tout cas dans ces zones-là. Donc, sur cet immense ovale rouge, il n'y avait personne. Ce qui fait que du coup, ça devenait chasse libre. Caractéristique des Aurès, c'est de sa population. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Aurès, ce fut le début de la rébellion du 1er novembre 54. Vous verrez une photo de l'endroit où a eu lieu cet incident, cet accident, le meurtre de l'instituteur Monroe. Ah oui. Et elle s'est faite autour d'un homme légendaire qui s'appelle Mostefa Ben Boulaïd, qui était messaliste. Les tribus des Aurès sont des berbères, légèrement arabisés, qui se sont toujours opposés aux envahisseurs, quels qu'ils soient. Ils ont toujours contesté. Et l'un des éléments fondamentaux de cette wilaya 1, c'est qu'elle a été en permanence en opposition avec la LN de l'extérieur. Ce qui fait que les patrons, les chefs de la wilaya 1 se sont succédés à un rythme effréné, à telle enseigne que l'état-major de la LN a décidé de commander la wilaya 1 depuis Tunis. Ce qui a du même coup fait éclater les structures de la wilaya 1, et tout le pouvoir est venu soit dans les secteurs, soit dans les nayas, dans un combat très décentralisé et anarchique. La coupure qui s'est faite dans la population, qui était relativement calme à partir de 55, Ben Boulaïd a adhéré au FLN par le congrès d'Assoumam. Et en particulier a mécontenté profondément les messalistes, qui ont gardé une influence jusqu'en 60. Et c'est là qu'est née la Arka 126, qui était essentiellement des messalistes. Le 27 mars 57, Ben Boulaïd a été piégé par le 2e bureau avec un poste radio parachuté qui a explosé, qui a achevé la coupure entre la LN et le MNA et incité beaucoup de Chaouis, qui sont les habitants des Aurès, les Chaouia, à s'engager dans les unités supplétives en cours de constitution existantes. Et ce, malgré cette politique de regroupement qui était mal gérée et arbitraire, conduite entre 56 et 57, mais qui a eu lieu également dans d'autres régions d'Algérie. Donc, constitution de zone interdite très importante. On verra que ça a une importance sur les opérations militaires. À partir de 58, la quasi-totalité des habitants des Aurès, il n'y a plus personne qui est civil, ils sont ou chez les supplétifs ou à la LN. Début 60, les dernières bandes de messalistes se rallient à l'armée française, épuisées de combattre à la fois la LN et les forces de l'ordre. Alors ce qui est important ici, c'est qu'est-ce que c'est qu'une OARCA? Alors, je donne la définition. Formation levée pour des opérations déterminées et pour un temps limité, financée par la DGG et pour emploi par l'armée à compter du 1er juillet 57. Alors, vous avez ici, tiré d'un document, chaque EARCA est obligatoirement rattaché à une unité régulière. En aucun cas, une EARCA peut combattre isolée, ou tout au moins être isolée. L'organisation et l'effectif de fonctionnement relèvent de l'initiative de l'unité à laquelle elle est rattachée. Le commandement d'une EARCA est obligatoirement celle d'un cadre européen.
une compagnie ne peut intégrer plus de 30 harkis. On verra que c'est pas vrai, parce qu'en fait, il y avait des harkis qui étaient à 15, mais il y avait des harkis qui étaient au moins 100. Les recommandations pour l'encadrement de base, c'était pour 100 harkis, un sergent-chef, 4 sergents et 8 caporaux-chefs. Les missions sont exclusivement opérationnelles. Ça sous-entend que c'est pas dans les villes et c'est pas du maintien de l'ordre. Intéressant, les droits. Vous voyez, un harki avait 750 francs, un sergent 1000 francs. L'habillement, pactage réduit. Alors, ce qui en fait que les harkis étaient des gens qui étaient relativement riches à travers la population qui était très pauvre. Le logement, ils ne peuvent pas loger dans une enceinte militaire, mais avec une tolérance de proximité, ce qui fait que la plupart des harkis étaient logés dans des villages qui se constituaient au pied des postes. Les effectifs des harkis en 61, en Algérie, il y en avait 63 000. Dans la zone sud constantinoise, qui était la zone du sud du corps d'armée de Constantine, 3 000. La deuxième brigade en a intégré 480 et le 4e BCP, 170. Tous les arcades du bataillon sont commandés par des OR et sont utilisés systématiquement en tête des dispositifs opérationnels. C'était la règle d'emploi de la brigade. Alors l'adversaire, ça reprend un peu ce que je vous ai dit. Vous avez ici rapidement dit, selon les années, tous les mouvements browniens qui ont présidé à au commandement de la wilaya. Ce que je voudrais simplement noter ici, c'est que Abbès, en début 57, a essayé de remettre de l'ordre au sein de la wilaya 1. Il a été aidé par un Mirouche, qui est venu dans les Aurès. Le seul qui a vraiment sorti du lot, ça a été Shérif Mahmoud, qui était un ancien lieutenant tirailleur, qui a été un redoutable spécialiste des passages d'armes. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'éléments qui fait que la plupart des chefs de wilaya étaient soit éliminés par leurs adjoints, soit convoqués à Tunis, jugés parce qu'ils complétaient en permanence. Depuis Tunis, donc on y a vu apparaître Krim Belkacem, Mohamed Saïd, Boumedienne a commandé la wilaya 1 en son temps pendant quelques mois. Début 60, Souaï prend la wilaya 1, il est tué au cours d'une opération menée par le 4, et c'est le colonel Zibri Tahar qui rejoint la wilaya 1 et qui fut le patron de la wilaya 1 au moment du cessez-le-feu. L'adversaire, le renseignement en avril 60 considère que la Naya, c'est-à-dire la zone d'Aris, qui était au centre, qui était le PC de la même brigade, était fort de 3 katibas, 3 commandos de zone, ainsi que des groupes divers. Il y avait 700 rebelles, 600 armés, 10 armes automatiques, 2 mortiers de 60, ce qui en faisait quelque chose de conséquent. Alors ils agissaient soit au niveau de la katiba, soit en commando zonal, et l'immense forêt des Beni Meloul leur servait de refuge et de repos. Les situations entre 59 et 60, il y en a eu 3. Il y a eu la période 59, un peu avant, et octobre 60. La LN est supérieure en nombre aux forces de l'armée française. Ce qui fait que toutes les sorties se font à minima au niveau compagnie, souvent à 2, pilotées par un PC de bataillon, et les combats et les rencontres sont excessivement meurtrières. La période 60 et 61, c'est là que les réserves générales interviennent avec les 2 divisions para, et c'était la fin des grandes opérations qui avaient commencé par le nord. Donc on y retrouve toutes les opérations d'Ariège 1 à 4, etc., les opérations Charente, Dordogne, Jura, jusqu'au 19 mars, date de la dissolution de la 25e DP, suite au putsch. Alors, la Arca que je commandais a participé énormément pendant ces opérations avec le 2e REP, à toutes ces opérations qui ont été très intéressantes. Et ensuite, de mars 61 à début 62, la LN a été littéralement laminée, et ce qui fait que du même coup, la demi-brigade et les bataillons sortaient souvent en section isolée et beaucoup en nomadisation. La naissance de la Arca. La Arca a commencé en mars 60 par le ralliement de 15 dissidents. C'était des messalistes qui se battaient contre la LN et qui se battaient accessoirement contre l'armée française. Épuisés, malades, ils se sont ralliés. Elle a pris le numéro 126
Et elle était constituée de deux grandes familles, les familles Ben Amor et Ben Fattah. Et dans les Aurès, les familles, c'est quelque chose. Le groupe a été intégré à la 3e compagnie, et elle s'est installée dans un borge au pied du poste militaire de Roufi, dont on verra quelques photos tout à l'heure. Et de mars 60 jusqu'à fin 61, les groupes se sont ralliés successivement. Certains venaient du FLN, mais beaucoup étaient aussi des messalistes, jusqu'à ce que la Arca atteigne 52 à 1061. L'âge était de 17 à 60 ans. Certains avaient fait Cassino. C'était des combattants absolument remarquables et des tireurs extraordinaires. Et comme toute grande famille, il y avait un leader, le chef des dissidents, c'est un leader incontesté, hein, qui a pris le grade de sergent-chef et qui, rien ne se faisait sans lui. Y compris les sanctions ou les punitions, rien ne se faisait sans lui. Même les sorties, ça passait par son accord. Jusqu'en 61, le chef de l'Arca est le seul cadre européen à ses risques et périls. Mais à partir de 61, un sous-officier à radio intègre l'Arca parce que ça devenait difficile d'à la fois commander, piloter les avions ou éventuellement les appuis avec Arki qui portait le poste radio mais qui ne parlait pas très bien le français et qui a provoqué un incident grave. L'organisation, comme toutes les Arcas, je pense en Algérie, a été faite en fonction des influences tribales. On ne mettait pas n'importe quelle famille au contact de n'importe quel autre. En fonction de l'armement, qui était très hétéroclite, on verra, l'armement c'était pour moitié de l'armement réglementaire, mais pour le restant c'était de l'armement soit que les harkis avaient ramené, soit éventuellement qu'on avait récupéré au cours des combats. Il n'y avait pas de TED, la section FN c'était 33. En réalité, l'Arca s'est organisée en dizaines, avec un caporal ou un caporal-chef qui permettait à l'infini de marier les groupes en fonction du terrain. Sur le terrain, il y avait toujours entre 35 et 40 harkis. Les plus vieux restaient au Borge pour faire la protection des familles. Mais après les réserves générales, il était fréquent que les harkis sortent seuls ou avec un cadre européen pour faire de la nominalisation pendant 3 jours. Les missions a été essentiellement opérationnelles, soit au sein d'une compagnie, soit en nomadisation, soit au profit du bataillon, en renfort de commando de chasse, soit au profit des réserves générales. Ces pertes, 5 tués, dont 1 par mine antipersonnelle, 9 blessés, dont 2 graves par mine antipersonnelle. Vous verrez, il y a quelques photos. Il y a eu une période où un légionnaire déserteur est venu renforcer 5 minutes. La Wilaya 1 pour y poser des mines. Bon, le terrain, le climat, hein, la neige en hiver, très continental, froid l'hiver, très chaud en été. On continue. L'isolement des postes, hein, pour éviter justement les mines. Hein, les Nords 2500 venaient parachuter les vivres frais au moins. Alors, la caractéristique, sans doute que le reste est le plus beau pays d'Algérie. C'est pas vous qui me direz le contraire. Extraordinaire. Et vous aviez un canyon qui s'appelait le canyon de Roufi, qui faisait à peu près plus de 20 km de long, très profond. Toute la vie était en bas, avec les palmeraies et les cultures, et tout le restant, c'était une vallée relativement plate, avec 2 massifs de chaque côté. Donc vous avez la vallée, vous voyez le canyon, et vous avez le massif de la Marcradou, dans lequel il y avait fréquemment au moins une katiba. Le poste, hein, on voit le poste depuis qui est ici, poste de Roufi, vue d'hélicoptère et vue de la route. On continue. Le Borge des Harkis qui était au pied du poste. Hein. Vous avez là des half-tracks qui étaient ici, dont on voit le canyon. On continue. Les familles, hein, 35 familles, 50 enfants, hein, dont il fallait s'occuper également. On continue. Vous aviez les gorges de Tiranimine qui fermaient la partie nord, et cette gorge assez mal famée, vous aviez au mal, il y a un tunnel qui avait été creusé par les Romains, hein, qui permettait de passer sous cette montagne, et vous avez ici, le tunnel est juste là, vous avez ici l'endroit où a été tué Monroe, au premier à la Toussaint 54. Bon, on continue, c'est le fond de la vallée. Vous avez alors de la Marcradou, du Djebel
par rapport à la Palmeraie, vous aviez tous les chabettes qui descendaient et qui étaient des lieux de passage obligés. Continue. Le canyon, dans sa partie la plus étroite, hein, là il y avait peut-être 5-6 mètres, hein, impressionnant et dangereux. Les pièges, beaucoup de mines à la fois anti-véhicules, sommaires, hein, des pièges rustiques, ou des bouteilles, et ça vous enlève une jambe. Continue. L'armement était collectif, hein, 24-29. Là, vous aviez une Thompson 1143, hein, remarquable, fragile, mais il y en avait 6 ou 7, hein, c'était très bien. Continue. Là, vous aviez un Beretta, Oui. Hein, bon, le PM classique, hein. Fusil de chasse très intéressant en embuscade, hein, surtout en canoncier. Le MAS 49-56, classique. Les grandes opérations, on passe. C'est quasiment fini. Ouais. Le PC Ariège, on continue. Attente et héliportage, bon, c'est toutes les opérations, on peut passer. Les Djebel, là vous avez un T6, bon, on passe. Les bouclages de zone. Les PC, on passe. Les opérations, on passe. Les opérations, à nouveau, à la sable, tous les jours, on passe. La fouille du terrain, vous avez ici, c'est la même vue, ce harki, dans 1 heure, sera mort. Dans une cache. On passe. Le chouf, le renseignement en permanence. Hein. On passe. L'abandon généralisé des harkis. Hein, vous avez ici ce qu'on offrait aux harkis par le décret du 20 mars, hein, libéralisation immédiate avec prime, licenciement a priorisé par les décideurs, s'engager dans l'armée sous contrat civil, est incorporé au sein des UFL. Et il y avait un texte qui est apparu, les harkis de toute catégorie menacés peuvent éventuellement être dirigés vers la métropole. Cette note n'est jamais arrivée au dernier échelon. On continue. Les forces locales, bon, passons. La mort de la Harka, toute la Harka a été désarmée par surprise, moi je n'étais plus là. Une partie a réussi à partir, à rejoindre Constantine, embarquer à Philippeville. Une grande partie fut arrêtée, torturée, massacrée. Et quand on connaît la cruauté des Chaouïas, je peux vous dire que ce fut horrible. Le restant a été emprisonné, alors entre avril des renseignements que j'ai, en tout cas 62, 63, 65, mais certains ont pu regagner la France, je ne sais pas comment, les autres furent mis à l'index pendant des années. L'accueil en France, pendant 2-3 ans, c'était les camps de l'Ardoise et de Rivesaltes, je crois, et puis la dispersion dans les bassins d'emploi, Maubeuge, Tourcoing, l'Est, la Sud-Ouest, et c'est ces gens-là qui se sont intégrés. Hein, ils se sont intégrés. Il y a une énorme communauté de harkis, des Aurès en tout cas, qui s'est intégrée dans ces régions. En conclusion, quelles traces doivent laisser les harkis dans l'histoire? Ils ont basculé dans un sens ou dans l'autre, plus pour ne pas subir la violence de l'ALN. On peut penser que les harkis, aux yeux de l'histoire, peuvent paraître comme des traîtres, mais est-ce qu'ils n'ont pas été victimes de l'histoire? Et la responsabilité de leur sort, c'est bien celle du gouvernement français. Pourquoi les autorités qui savaient les massacres en 62, on connaissait les massacres qui étaient déjà au sud, n'ont-ils pas pris la mesure de rapatrier tous les harkis, en tout cas à partir des Aurès? Parce que M. Pierre Mesmer, il a ordonné l'armée française de ne pas ramener les harkis. Et c'est pour ça que moi j'étais abandonné là-bas. Il est désarmé dans la nuit. Il est désarmé. Le crime, c'est évidemment désarmé. Bon, on attendra les questions après. Alors, je veux simplement... Non. Bien. Attends, je voulais simplement que les gens lisent ça. Vous n'avez pas une photo de Harry aux gens? Vous n'avez pas une photo de Harry? Voilà tiré de... Tu n'as pas entendu. C'est la dernière. Merveille. Voilà. Là, tiré de Harki, un traître mot. En fait, c'est la France qui nous a désarmés, c'est la France qui nous a trahis. Après la France, lorsqu'elle est partie, elle a pris ses enfants, et nous, elle nous a abandonnés. Ensuite, c'était une affaire de couteau. Voilà. Bien. Merci. Terminé, merci. Donc les questions et les réactions après.